vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et puis d'évoquer avec Stéphane Jouot, que nous accueillons, qui est adjoint au maire délégué à la nature en ville et à la biodiversité à Montpellier, évoquer le premier thème technique dont nous avions envie de parler aujourd'hui, notamment parce que c'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé lors de nos rencontres. Et donc, il s'agit de la mobilisation citoyenne, de comment mobiliser les citoyens pour pouvoir assurer ce zéro phyto, comment faire en sorte que le citoyen devienne acteur de la gestion de l'espace public et pas que consommateur. Et donc, il nous a été important de voir l'exemple de la ville de Montpellier à ce sujet-là. Et donc, merci à Monsieur Jouot d'assurer cette présentation. Je vais vous donner la main de suite, aussitôt que je vous ai retrouvé. Voilà. Et Monsieur Jouot, je vous préconise d'activer votre micro parce que je n'ai pas la main pour réussir à le faire là tout de suite. Ah, ça y est, je crois que ça fonctionne. Vous Tout à m'entendez? fait. Merci beaucoup, Monsieur Jouot. Bon, parfait. Parfait. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est pour moi un plaisir aujourd'hui d'être là parmi vous pour présenter un peu les actions de la ville de Montpellier que je veux engager de plus en plus, j'en reparlerai tout à l'heure, vers cet objectif zéro phyto qui pour nous est primordial. Alors, je vais commencer par vous présenter globalement ce que représente la gestion des espaces verts à Montpellier. Alors, ça sera la première diapo, si on peut la Normalement, mettre. vous pouvez les passer tout seul avec les flèches, mais si vous voulez, je vous les passe, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc, Montpellier, c'est 530 hectares d'espaces verts à gérer, 185 parcs et jardins, alors pas 18 et 5 comme dans le diapo, mais 185 au total, ce qui représente 100 000 arbres et 26 000 alignements, donc c'est vraiment un gros patrimoine à gérer. Ça veut dire que toute décision, notamment en matière de zéro phyto, a un impact assez important en matière d'élimination de pesticides dans l'environnement. Nous avons un programme d'extension de ce parc et de ces espaces ambitieux pour le mandat qui vient de commencer. Nous venons juste d'adopter là au fin novembre, le 30 novembre, une charte de l'arbre et un comité arbre. L'objectif rapidement, c'est de préserver le patrimoine arboré de toutes les manières possibles en contrôlant tous les travaux engagés, que ce soit sur la voirie, mais aussi les permis de construire privés, dès lors qu'il y a une problématique arbre qui se pose. Et ce contrôle se fait par un comité arbre avec des élus, mais aussi des associations qui représentent les problématiques écologiques, comme localement à Montpellier, on a les écologistes de Leuzière, par exemple. Et on associera aussi les citoyens à chaque fois en fonction des quartiers concernés par les décisions ou les avis en tout cas rendus par ce comité arbre. Donc c'est aussi une première forme d'application citoyenne. Pour étendre ces espaces de nature, nous allons aussi planter au minimum 30 000 arbres pendant le mandat. Et au total, ça fera quand même au moins 10 hectares par an d'espaces verts supplémentaires. Donc 10 hectares par an d'espaces verts en zéro phyto supplémentaires. Alors, pour résumer rapidement notre démarche zéro phyto, elle a commencé avant que les lois fassent avancer les choses, donc dès 2008, avec les espaces verts fermés, donc les parcs et jardins, clairement. 2016, on a étendu à tous les espaces publics, donc tous les tiers paysages qu'on peut trouver partout dans la ville. 2017, il y a eu une avancée importante avec les cimetières. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Les cimetières, ça demande une certaine acceptation de gestion zéro phyto. Et donc, il y a eu un gros travail fait par les services à ce sujet. Et nous avons pu obtenir le niveau 2 de l'objectif zéro phyto en mettant en place la fin des pesticides et des herbicides notamment dans les clôtures autour des terrains de sport, avec comme objectif évidemment ensuite de traiter les terrains de sport eux-mêmes, puisque ce sont les seuls espaces qui restent à Montpellier où il y a encore malheureusement des usages d'herbicides. Ça représente 5 terrains de sport, donc c'est pas énorme,
Mais voilà, c'est notre prochain objectif en 2021. Alors, passer à la deuxième diapo, si j'y arrive. C'est bon. Ah oui, je suis allé un peu vite même. Voilà. Voilà, oui. Donc sur les cimetières, rapidement, ça représente 12 à 13 hectares qui sont en zéro phyto donc depuis 2017. Et nous sommes en train de construire une extension de cimetière qui représente lui-même 12 à 13 hectares. Donc on va doubler la superficie de cimetière avec un traitement paysager qui est prioritaire, avec de nombreuses plantations et évidemment le zéro phyto qui sera en place. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, l'objectif, parmi tout ce qu'il faut faire pour bien réussir un cimetière zéro phyto, l'objectif, c'est d'informer l'usager. Il faut vraiment susciter une adhésion de l'usager. Et pour ça, la mairie de Montpellier a réalisé une petite plaquette qu'on peut voir, je pense, dans la prochaine diapo. Si elle arrive. C'est bon. Voilà. Donc là, on a le côté couverture. Donc, c'est une plaquette de 6 pages qui explique, qui fait deux choses en fait, qui explique pourquoi on fait les choses en zéro phyto et comment on le fait, mais aussi, et c'est voilà l'implication citoyenne qui est là, c'est-à-dire qu'on donne des conseils aux citoyens pour entretenir les tombes, les fleurs, les plantes. Donc voilà, c'est vraiment une co-construction avec les citoyens. Et en fait, on s'aperçoit que très très vite, il y a une véritable adhésion à cette démarche zéro phyto. Il y a une véritable participation des citoyens. Et au bout de 2 ans, là, 2-3 ans, c'est quelque chose qui est accepté et qui globalement ne pose plus problème et dans lesquels forcément les citoyens s'investissent du coup. Donc c'est une bonne leçon parce que ça veut dire qu'en fait il faut y aller quoi. Il faut pas hésiter. Il faut simplement beaucoup expliquer, prendre le temps, éditer les documents, mais les citoyens finalement sont prêts et comprennent notre démarche. On va pouvoir voir l'autre partie de la plaquette rapidement. Bon, ça correspond déjà à ce que j'expliquais. Donc voilà, on explique ce que c'est que le zéro phyto, on explique les avantages des cimetières sans pesticides, évidemment en lien avec la nature, la contamination par les différents pesticides. Et puis, on explique comment on va faire. Et alors, par exemple, dans les cimetières, bon, ça passe par le fait de ne pas forcément ni désherber et ni forcément tout arracher systématiquement. Ça passe aussi par la mise en place, alors ce sera le cas dans le nouveau cimetière de prairies, donc de prairies fleuries avec notamment du fauchage tardif sur ces prairies. Ça passe aussi par en fait un équilibre entre les espaces où on va intervenir beaucoup et d'autres espaces dans le cimetière où on va laisser un peu plus pousser pour trouver voilà un équilibre, parce que les gens tiennent quand même un minimum, on va dire, d'entretien. Il faut que, alors, enfin, malheureusement, heureusement, en tout cas, il faut que ça se voit un peu. Sinon, on a l'impression que on ne fait rien et que le zéro phyto consiste à ne rien faire. Et l'idée, c'est de montrer que non, en fait, c'est une autre façon de le faire et qui permet aussi d'intervenir et de rendre les choses tout à fait agréables. Voilà, donc la plaquette explique tout ça, c'était vraiment l'objectif. Alors, l'implication citoyenne, alors là, il y a les cimetières, j'y reviendrai peut-être plus tard. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait à Montpellier. Alors, voilà. Alors, il y a plusieurs dispositifs. On a un dispositif qui s'appelle Montpellier Main Verte. Montpellier Main Verte, en fait, ce sont des séances en fait de formation des citoyens volontaires à des pratiques de jardinage, à la connaissance de la nature. Donc là, jusqu'ici, on avait une vingtaine d'ateliers de jardinage, des sorties naturalistes, une quinzaine, 17 par an en général, et puis des visites de parcs et jardins. L'objectif, c'est à la fin du mandat de doubler en fait ces dispositifs pour justement qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui
assistent à ces petites formations ponctuelles. Et là, on s'appuie sur des associations locales. Donc, je parlais tout à l'heure des écologistes de Leusière, mais il y en a d'autres. Il y a le Passe-Murat qui n'est pas que local, mais qui intervient localement, et l'Apieux. Ensuite, on organise des événements. Cette année, au mois d'octobre, devait avoir lieu le festival Sève. Donc, Sève, ça veut dire scène d'expression végétale éphémère. Évidemment, vu le contexte, on a dû annuler ce festival qui, cette année, devait être centré sur l'arbre. Donc, on le fera l'an prochain, on croise les doigts au mois d'octobre. Le festival Sève, en fait, il est organisé par une association qui s'appelle Horti FM, qui sont des horticulteurs. Et l'objectif, c'est de créer la rencontre entre les citoyens et le monde de l'horticulture, le monde les métiers du végétal. Alors, au départ, ce festival avait lieu là où se trouvent les serres de la ville, mais c'était assez excentré, ce qui fait qu'en fait, on n'avait que des personnes vraiment très connaisseurs, très intéressées qui venaient. Donc là, cette année, la décision avait été prise, et on fera ça l'an prochain, de faire en sorte que Sève ait lieu en plein cœur de ville, et donc sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, c'est-à-dire sur la place de la Comédie quasiment. Donc vraiment au centre de Montpellier. L'objectif, c'est justement que les citoyens puissent venir par hasard, même si en fait ils n'avaient pas forcément l'intention de venir. En voyant, ils s'arrêtent, et c'est comme ça qu'on peut susciter l'implication citoyenne, parce qu'en fait il faut aller vers les citoyens. Et si on n'y va pas, on va rater tout un public. Il y avait d'autres choses qui fonctionnaient déjà bien, qu'on continue. Je pense à Primavera, qui est organisé dans le Jardin des Plantes de Montpellier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Jardin des Plantes de Montpellier, c'est vraiment un lieu emblématique, le plus ancien jardin des plantes de France. Donc, c'est un lieu où les citoyens vont beaucoup à Montpellier. C'est un des lieux les plus fréquentés, d'ailleurs, de Montpellier. Et ce lieu est utilisé chaque année pour des stands de vente ou des animations à propos des plantes anciennes. Donc, les gens viennent acheter des plantes anciennes pour leur jardin en ville, à Montpellier, et ça a à chaque fois un gros succès. Il ne vaut mieux pas arriver en retard si on veut avoir une plante qui nous convient. Et là, vraiment, les citoyens, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Là, ils sont là, ils répondent présents. Et on a d'autres choses pour faire vite, des manifestations comme Happy Days ou le Salon de l'écologie, qui participent à une visibilité et donc une implication citoyenne. Ensuite, on a d'autres dispositifs qui fonctionnent. Alors là, dans un autre sens, c'est-à-dire que ce que j'évoquais avant, c'était quand même des propositions que nous faisions aux citoyens. Là, on propose, mais en fait, on répond à une demande forte des citoyens pour donc les jardins familiaux et les jardins et vergers partagés. Les jardins familiaux, concrètement, ce sont des jardins où chaque personne ou famille a une parcelle. L'objectif est de produire de la nourriture pour le foyer, des légumes en particulier. Ces jardins sont c'est contractuel en zéro phyto, ça c'est obligatoire. Donc là, on va dire une implication individuelle avec de fortes demandes auxquelles on doit répondre, puisqu'on a 150 parcelles environ, on a 400 demandes en attente. Donc notre objectif, dès l'an prochain, c'est de doubler en fait le nombre de parcelles, de jardins familiaux. Et on a aussi les jardins partagés, qui pour le coup, là, émanent en général d'associations de quartier. Donc là, on est encore plus dans l'implication citoyenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une forte demande de jardins partagés, la mairie de Montpellier va intervenir et accompagner. Et on ne va pas créer de jardin partagé s'il n'y a pas de demande, en fait, parce qu'on sait que ça ne sera pas entretenu, que ça n'a pas d'intérêt, les gens. Donc, quand il y a une forte demande, et il y en a de plus en plus, on accompagne et on crée ces jardins. Donc, il y en a une trentaine. Et l'objectif, c'est d'augmenter, évidemment, de 2 par an, 3 par an, enfin, ça dépendra des demandes. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une forte demande citoyenne pour qu'on les mette en place, parce qu'en fait, la gestion, après, elle sera citoyenne. Et c'est la même chose pour les dispositifs sur la diapo suivante, qui résultent, en fait, ce sont des dispositifs qui sont mis en place auxquels les citoyens participent sur demande. Alors, si on peut mettre
la diapo suivante, s'il vous plaît. Moi, j'y arrive pas, en fait. C'est Voilà, bon. super. Donc, on a 4 dispositifs qui comment dire, qui sont dans un dispositif global qu'on appelle les bons de végétalisation. Alors, pour information, en fait, avant, on appelait ça les permis de végétaliser. Et là, on a décidé de changer le nom parce que l'idée, quand même, c'était de dire que la nature n'a pas forcément besoin d'autorisation pour entrer en ville, il n'y a pas forcément besoin d'un permis, que la nature est bienvenue en ville. Et voilà, et qu'on la met à la disposition des citoyens et notamment à leur demande. Alors, on propose 4 possibilités. Il y en a 3 qui existaient déjà, qui fonctionnent très bien, et une nouvelle cette année. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle le microfleurissement. Ça veut dire que des citoyens qui habitent en ville et qui n'ont pas de jardin ou d'espace particulier peuvent demander à ce qu'on fasse un petit trou en fait au pied de leur immeuble dans lequel on va planter une plante grimpante. Et alors ça a eu un succès très très grand. Ça a transformé des quartiers. On a certaines rues qui sont transformées de manière esthétique, je veux dire, mais aussi dans la vie du quartier, en fait. Ça a permis aux personnes, en fait, d'échanger en arrosant leurs plantes ou en entretenant leurs plantes, d'échanger, de se parler, de réfléchir à d'autres améliorations. C'est vraiment, là, pour le coup, ça améliore la vie des citoyens par leur participation. Et donc ça continue. On répond au maximum de demandes. On préfère en général que ce soit aussi porté par des associations, mais pas seulement, pour une question d'entretien aussi, parce que les gens parfois partent en vacances pendant l'été et il faut quand même que ce soit arrosé. Donc c'est mieux s'il y a une coopération entre les citoyens, parce que l'idée c'est que la mairie ensuite n'intervient pas. Ce sont les citoyens qui s'emparent de ça. Alors c'est la même chose pour les bacs. Alors les bacs, on les met aux endroits où on ne peut pas faire de microfleurissement pour des raisons de réseau souterrain où on ne peut pas en fait creuser. C'est pas une solution idéale parce que il faut arroser plus, ça consomme plus d'eau et bon les plantes souffrent un peu plus. Mais on répond à cette demande des citoyens au pied de leur immeuble et voilà ils s'en emparent et ensuite ils plantent à leur guise dans ces bacs. On a aussi les pieds d'arbres. Alors là, c'est souvent la demande d'association, donc on a un fleurissement de pieds d'arbres. Là, on a répondu à une demande et à quelque chose qui existait déjà, en fait. Il y a dans certaines rues de Montpellier, dans un quartier qui s'appelle les Aubes notamment, les citoyens avaient pris l'initiative en fait de fleurir les pieds d'arbres. Et voilà, on a repris leur initiative pour le proposer à d'autres. Et dernière chose, cette année, on a décidé de donner des arbres fruitiers aux propriétaires d'un jardin et aux copropriétés, à ceux qui souhaitaient planter. Alors l'idée, en fait, c'est que on souhaite développer le patrimoine arboré de Montpellier et ce développement ne se fera pas sans l'espace privé, donc sans les citoyens sur l'espace privé. Et donc l'idée, c'est de les amener, s'ils le souhaitent évidemment, à participer à la création de ce patrimoine commun, de ce patrimoine arboré commun. Et on a choisi des arbres fruitiers, on en plante beaucoup en ce moment parce qu'ils présentent plusieurs avantages, et notamment parce que ce sont aussi des arbres nourriciers que les gens, avec des fruits donc, que les gens peuvent cueillir, consommer. Et on le fait aussi sur des plantations, sur des espaces publics dans cet objectif-là. Donc ces 4 dispositifs, donc le 4e vient d'être voté, donc il n'est pas encore en place concrètement, mais on a déjà pas mal de demandes, donc on est obligé de dire, attendez, il faut qu'on mette un peu en place, mais on sent que ça va vraiment, c'est quelque chose qui va être très très porteur. Donc vraiment ce dispositif de bon de végétalisation, c'est un des éléments, mais c'est vraiment l'élément dans lequel les citoyens s'investissent le plus. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Je vais peut-être me tourner vers Florie dans un premier lieu pour voir si il y a des questions pour Monsieur Jouot de la part des participants. Alors tout d'abord, il y a un retour de Monsieur Monteil qui dit qu'il est tout à fait d'accord avec vos propos, Monsieur Jouot. Donc voilà, je transmets ce message. Et ensuite, donc on a un intervenant qui vous demandait si il pouvait avoir accès aux documents que vous évoquiez, notamment la plaquette sur les cimetières. Et voilà, c'est un intérêt pour ce que vous évoquiez. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut juste qu'on ait une adresse et voilà, on envoie, il n'y a pas de souci, bien sûr.
Super. J'avais la même question beaucoup plus large, effectivement. Est-ce que cette initiative, enfin, cette plaquette cimetière, on peut imaginer de la diffuser largement aux collectivités qui sont engagées dans la charte, dans un esprit justement de mutualisation des bonnes pratiques? Mais tout à fait, l'objectif, c'est vraiment qu'on soit dans le partage de ce qu'on fait. Je pense qu'on est plus. Voilà, il faut absolument partager. En fait, l'objectif est commun, bien sûr. D'accord. Moi, j'avais une autre question aussi. Du coup, tout ce que vous faites là en termes d'implication citoyenne et d'animation autour de la nature en ville, est-ce que c'est mesurable qu'il y ait moins de demandes de nettoyage ou de mauvaise perception des herbes dans la rue? Est-ce qu'il y a un effet, un vase communicant assez clair entre l'animation que vous pouvez y faire et l'acceptation de cette végétation spontanée? J'ai pas assez de recul pour ça. Ce que je peux constater, c'est que dans les quartiers où le microfleurissement s'est développé, il y a, alors est-ce que c'était préalable ou est-ce que ça s'est développé avec le microfleurissement, mais il y a en fait cette acceptation et cette volonté de laisser les herbes pousser, hein. Donc je le vois, mais est-ce que c'était déjà quelque chose qui existait avant? Peut-être. Ça s'est sans doute développé, on va dire, dans ces quartiers-là. Après, il y a des quartiers aussi où on est obligé de s'adapter, par exemple dans le centre-ville de Montpellier, donc dans ce qu'on appelle l'écusson. Malheureusement, il est assez compliqué de laisser pousser pour des raisons de patrimoine historique et de classement. Mais on a des demandes dans cette voie-là. Donc, l'idée, c'est que peut-être dans certaines rues, on va essayer de le faire. Alors, c'est pas évident parce que en fait, ça veut dire qu'il faut quand même retirer certaines herbes qui risquent d'abîmer en fait le mur, etc. Et ça veut dire que les personnes qui vont nettoyer, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient formées pour distinguer entre les différentes plantes qu'on peut laisser, pas laisser. Donc voilà, je pense que ponctuellement, c'est intéressant de le faire. Après, généraliser ça, c'est compliqué. Mais j'ai eu cette demande là récemment dans une rue de centre-ville et on le fera. Moi, je pense que ça fait partie. Ces rues peuvent devenir aussi des modèles, en fait, des vecteurs. Mais après, pour revenir sur votre question, sur le lien entre microfleurissement et voilà, acceptation de la végétation qui pousse de façon libre, ça va sans doute ensemble. Après, concrètement, pour le mesurer, c'est plus compliqué. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Florie, ou est-ce que d'autres intervenants souhaitent prendre la parole sur cette question de l'implication citoyenne? Alors, Et j'en profite pour dire à Julien que s'il veut prendre la main, il est bien sûr le bienvenu. tout à fait. Alors, je vais de ce pas redonner le micro aux intervenants pour qu'ils puissent prendre la parole. Et pour ce qui est de d'autres questions, c'est essentiellement des participants qui se manifestent parce qu'ils ont vraiment un intérêt pour la plaquette que vous évoquez et qui vous remercient pour votre proposition de partage. Voilà. Ouais. Et alors, effectivement, pour revenir sur cette question du bon de végétalisation, qui s'appelait permis de végétaliser auparavant, c'est vraiment un dispositif dont on a beaucoup parlé pendant nos tournées avec Florie, parce qu'effectivement, c'est une démarche intéressante. Au vu de l'expérience de la ville de Montpellier, est-ce que, en gros, quelles contraintes ça induit de permettre cette végétalisation citoyenne dans l'espace public? Bah, je dirais que ça implique pas énormément de contraintes, en fait. C'est pour motiver les plus frileux, on va dire ça comme ça. Ouais. Non, mais ça implique pas énormément de contraintes. Ça a l'avantage de ne pas avoir un coût très élevé non plus. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs et la seule difficulté c'est de prendre alors dans un secteur historique voilà, la contrainte c'est de respecter les consignes des bâtiments de France, voilà. L'autre contrainte c'est de faire attention au réseau par exemple. Mais autrement, non, ce ne sont pas des contraintes fortes. Il y a d'autres modes de végétalisation qui ont beaucoup plus de contraintes, en fait. C'est assez simple, en fait. Ça ne nécessite pas des études à chaque fois qu'on va planter quelque chose. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément des études de réseau à faire à chaque fois ou des choses quoi. Ok, merci beaucoup Stéphane Jouot. Je pense que vous allez vite revenir nous voir pour intervenir.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions particulières ou je vous propose qu'on enchaîne de suite? Alors, est-ce qu'il faut que je reprenne ma présentation? Oui. Hop là. Ah, j'ai une question qui a été posée, excusez-moi, que je n'avais pas vue. Pour Monsieur Jouot, c'est quelle est la contrainte budgétaire et quels leviers sont-ils possibles de lever pour accompagner cette démarche? Alors, vous avez un petit peu répondu, mais Ouais. Alors, la contrainte budgétaire, je peux vous donner à peu près ce que ça peut coûter, si vous voulez. Par exemple, le microfleurissement, à la ville, tout compris, c'est-à-dire il faut creuser un tout petit peu, la plante, etc. Main-d'œuvre comprise, c'est à peu près 120 € par microfleurissement, à peu près. Un arbre donné, offert sur une copropriété ou un jardin privé, c'est 50 € par arbre, à peu près. Donc pour une ville comme Montpellier, en tout cas, c'est pas énorme en fait. C'est assez facilement finançable. Les jardinières, c'est 70 € à peu près. Voilà, donc c'est pas non plus tant que ça en fait. il y a une autre question qui vous est posée. Alors, je pense que vous l'avez un petit peu évoqué aussi, mais c'est sur le choix des espèces plantées, si c'était la municipalité qui les choisissait. Alors, vous avez évoqué des contraintes dans certains secteurs, mais voilà, comment ça se passe? Ah oui, c'est la mairie qui choisit et ça c'est quand même c'est plutôt enfin c'est nécessaire parce qu'il faut avoir quand même une bonne connaissance des plantes. Je prends l'exemple des plantes grimpantes, il faut par exemple des plantes qui ne vont pas abîmer les murs. Donc il ne faut pas choisir n'importe quelle plante. C'est pas difficile de trouver, mais simplement si on laisse le citoyen faire, on aura peut-être de mauvaises surprises. Pour les arbres fruitiers, par exemple, qu'on va offrir aux jardins, aux copropriétés qui sont volontaires, on va choisir des espèces, déjà on choisit des arbres fruitiers déjà, mais aussi des espèces qui, on le pense, vont être résilientes à l'avenir, parce qu'on a cette question importante du réchauffement climatique et déjà des problèmes se posent. Donc la participation de la mairie est importante de ce point de vue-là, du choix en fait, que les citoyens ne pourraient pas faire aussi facilement. Ok, merci beaucoup. Histoire de s'amuser un petit peu, je vous lance une petite question à tous qui vous permet, voilà, en quelques secondes, à tous les participants de réfléchir à cette question, à se dire, voilà, qu'est-ce que vous faites chez vous, que vous soyez une collectivité, que vous soyez un camping ou un établissement de loisirs, pour encourager les clients ou les citoyens à participer aussi à l'entretien de vos différents espaces. Voilà, c'est juste quelques petites secondes, on va dire, ludiques pour vous remobiliser aussi. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Allez, on va arrêter là. Merci de votre participation. Ok, ce qui ressort, enfin comme ça rapidement, globalement, vous avez répondu à 80%, organiser des journées participatives et du bénévolat, et à 50%, les encourager à en prendre de la graine. Voilà, ce qui ressort principalement de ce petit sondage. Voilà, c'est une manière intéressante de voir un peu comment ça se passe chez vous. Allez.